Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je me présente, je suis Ariane Desrochers, professeure de traduction ici là, au département de traduction et des langues. Et c'est moi qui ai le plaisir là, ce midi d'animer cette table ronde sur la traduction littéraire en Acadie, qui est organisée justement par le département de traduction et des langues et aussi en collaboration avec l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada, ATTLC. Donc, c'est aussi un événement qui a lieu dans le cadre du cours ici à l'Université de Moncton, Trad 3730, traduction littéraire, où on s'intéresse à la traduction littéraire vraiment de façon générale, de sa pratique là, en général. Puis aujourd'hui, la table ronde, c'est une occasion pour nous de zoomer in et de se pencher sur le contexte acadien, en fait, donc sur la traduction littéraire en contexte acadien plus précisément. Contexte qui est le nôtre, bien sûr. Et pour l'occasion, on aura la chance, là, c'est ça, de se pencher sur le travail de deux traductrices qui sont de la région, donc Sonia Malaborza ici et Georgette Leblanc. Donc, juste pour vous indiquer un petit peu le format de l'événement d'aujourd'hui, il va y avoir une table ronde, en fait, des échanges en avant d'une durée d'environ 1 heure, puis ensuite de ça, une période de questions à la fin, si vous voulez poser des questions. D'une trentaine de minutes. Donc, on aura fini à 13 heures. Donc, je vais commencer rapidement par présenter mes interlocutrices aujourd'hui. Donc, je vais commencer par Georgette. Originaire de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, Georgette Leblanc publie aux éditions Personnages, où elle dirige aussi la collection Acadie tropicale. On lui doit notamment les recueils de poésie Alma, Prudent et Le Grand Feu. Elle a collaboré et contribué à la scène théâtrale, télévisuelle et musicale à titre d'auteur et de collaboratrice. On la retrouve aussi dans diverses revues littéraires, dont Ancrage. Elle habite Le Coude, le Grand Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et c'était pas mentionné dans la bio qu'elle m'a envoyée, mais je tiens à préciser qu'elle a remporté en 2020 le prix du gouverneur général pour sa traduction de Ocean, de Sugoyette, qui est la traduction, en fait, dont on va parler aujourd'hui. Donc, détail, je pense, assez important et digne de mention. Merci. Ensuite, Sonia Malaborza porte plusieurs chapeaux, mais elle est avant tout traductrice littéraire. Dans ce rôle, elle porte des romans, des poèmes et des essais depuis l'anglais et parfois, la nuit surtout, depuis l'espagnol. On lui doit entre autres la version française du roman The Sea Captain's Wife de Beth Pounding, donc traduction intitulée La femme du capitaine chez Personnages en 2014, et celle de The Birdhouse d'Amy McKay, qui est intitulée en français La coucheuse de Scotts Bay, qui est ici, publiée chez Prise de parole en 2020, et pour laquelle, en fait, elle a aussi reçu une nomination au même moment que Georgette, en fait, dans la catégorie traduction également au prix littéraire du gouverneur général en 2020. Formée en traduction, en traductologie et en sociolinguistique à l'Université de Moncton et à l'Université York, Sonia prend plaisir à accompagner des auteuristes et des traducteuristes à la revue Ancrage et aux éditions Prise de parole. Il lui arrive aussi parfois de commettre des actes d'écriture. Donc, merci à vous deux d'être là, d'avoir accepté mon invitation pour discuter de ce qui nous passionne toutes les trois, je pense, la traduction littéraire, plus précisément, là, qu'est-ce que ça signifie un peu de pratiquer ce métier-là en Acadie. Donc, pour briser la glace, une question, en fait, qui a piqué la curiosité chez certaines de mes étudiantes, en tout cas, je le sais, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivée à la traduction littéraire? Donc, j'ai une étudiante dans les questions qui demandait, en fait, qu'est-ce qui vous attire, en fait, qu'est-ce qui vous a attiré dans la traduction? Comment avez-vous su que vous vouliez faire ça? Et donc, c'est peut-être juste, pour commencer, là, de raconter votre parcours personnel un petit peu et votre rencontre avec la traduction littéraire. Peut-être commencer par Sonia. Oh boy! Donc, peut-être que le premier élément d'information à savoir, c'est que j'ai grandi à peu près 45 minutes d'ici, dans un petit village qui s'appelle Rexton. À la maison et dans le village, et plus largement, je naviguais régulièrement entre le français et l'anglais. Ma mère est anglophone, mon père est francophone, j'allais à l'école en français, mes activités parascolaires avaient lieu souvent en anglais. Donc vraiment, j'ai toujours navigué entre les deux langues officielles sans vraiment faire de distinction entre les deux. Je me sens un petit peu plus à l'aise en français quand même parce que c'est ma langue de formation, c'est un peu la langue à laquelle je m'identifie le plus.
Mais au niveau des nuances et du travail sur la langue anglaise, j'ai jamais vraiment eu de défi. Quand j'étais plus jeune, je lisais énormément, j'écrivais beaucoup, mais en secret. Et puis, on me demandait souvent d'intervenir pour servir du fameux pont entre les francophones et les anglophones. Puis, je trouvais ça intéressant puis utile comme exercice à faire. Mais je ne savais pas tellement que c'était quelque chose que je pouvais faire pour gagner ma vie. Et j'ai mis un bon bout de temps, en fait, à comprendre que je pouvais, en fait, être à la fois interprète et créatrice comme artiste et travailler avec les mots. Ça, c'est venu un peu plus tard et c'est venu notamment à cause de quelqu'un qui est tout à fait en arrière de la classe ici, c'est Mathieu. Elle aime aussi Big Boss. Mais Mathieu, en fait, j'ai suivi un cours de traduction ici à l'Université de Moncton. C'était un cours à option à l'époque parce que je m'étais inscrite au bac en études françaises avec l'idée que j'allais peut-être devenir autrice. Mais je me suis rendu compte très vite dans la classe d'initiation à la traduction que c'est vraiment ça que je voulais faire. Puis je suis allée voir Mathieu, j'étais presque en larmes. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis il m'a aidé à m'inscrire. En fait, c'était le premier cours qu'il enseignait à l'Université de Moncton. Je suis vieille comme ça. Tu as encore des cheveux. Tu avais des très beaux cheveux, mais ça te fait bien avec le coco rasé aussi. Donc, c'est un peu... Tu sais, vous allez voir, on va peut-être en reparler, là, mais moi, c'est beaucoup des accidents de parcours puis des concours de circonstances qui font en sorte que je suis là aujourd'hui. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, non, c'est vrai. Absolument. Okay. Puis Georgette? Ça me fait de la suite parce que Sonia est une personne très dure, très douce aussi, très à l'écoute de l'autre. Juste en règle générale, je te connais pas très bien, mais quand même, on se connaît déjà un petit peu. C'est la première fois que je rencontre votre prof. En tout cas, moi, c'est un petit peu la même histoire. C'est pas la même histoire du tout, mais c'est un petit peu la même histoire dans le sens que c'est un parcours personnel. C'est vraiment des raisons très personnelles. J'ai grandi à la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, dans le sud-ouest de Nouvelle-Écosse. Puis, moi, c'était pas anglais-français, c'était français-français. C'était l'acadien, puis le français normatif standard. Ça fait que j'ai grandi dans une région acadienne, que vous connaissez peut-être déjà, où on parle français. J'ai parlé français toute ma vie, sauf qu'on parle un français autre, on parle un français acadien qui existe, mais que j'avais jamais vraiment lu, que j'avais jamais vu à l'écrit. Ça fait que ça a été... Je parlais aussi l'anglais. Je parlais puis je lisais l'anglais aussi, mais très tôt dans ma vie, je ne veux pas dire que c'était un problème, mais ça l'a été. C'était comme compliqué, la langue. Puis je me retrouvais à traduire des deux français, finalement, du français acadien au français comme normatif, puis l'anglais. Puis, en tout cas, c'est comme l'acte de traduction est venu dès le début, presque. Je suis née à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai grandi à la baie, puis dès le début, c'était comme, boum, celle-là, c'était presque nécessaire. Puis, sincèrement, par rapport à la traduction littéraire, c'était pour me traduire moi-même. Parce que je suis en cours, je n'ai pas réglé mon problème, puis on a de la job. Mais c'est comment traduire, comment passer de français, parce que j'ai commencé à publier en français acadien. Je dis pas de l'acadien, c'est toute une autre histoire, ça. C'est pas parce que je crois pas dans l'acadien, on pourra parler de ça aussi. Mais j'ai commencé à publier en français acadien, dans une langue que je crée à partir de français oral que j'entends, mais qui s'écrit. Puis là, je voulais aussi traduire vers l'anglais. Je voulais traduire ce texte-là vers l'anglais, mais qui traduire ce texte-là vers l'anglais? Sinon moi, parce que qui comprend, qui serait vraiment capable de comprendre toutes les nuances, tous les niveaux? C'est pas évident. C'est pas évident. Fait que là, étant donné que personne ne m'appelait pour traduire mon texte, je me suis dit, forget, je me traduis moi-même. Puis c'était même au doctorat, aux études, j'étais au doctorat à Lafayette, j'ai inclus dans ma thèse doctorale, qui était
Alma, qui est une thèse de création, j'ai inclus Alma en anglais, ma propre traduction d'Alma vers l'anglais, comme pour argumenter que si vraiment je le présentais une version intégrale de ma voix, de mon identité, il fallait que j'intègre l'anglo aussi. Fait que je ne vais pas être traduit vers le français normatif, je vais être traduit vers l'anglais. C'est toute une histoire. C'est pour dire que la traduction m'habite depuis très longtemps. Heureusement ou malheureusement. Même aujourd'hui, en classe, quand j'enseigne, je me traduis. Je traduis mon français maternel, c'est un français acadien, puis on le fait naturellement tout le temps. Mais je dirais comme un cran plus dans la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, ce joyau de l'Acadie. C'est intéressant de voir en fait que chez vous deux, c'est quelque chose qui vous habite en fait, qui est en dedans de vous, qui fait partie de vos vies depuis comme aussi loin, depuis toujours, puis que ça en vient à prendre cette forme-là plus formelle, plus institutionnelle, tu sais, comme on publie des livres qui gagnent des prix, mais que c'est aussi une pratique en fait plus subjective ou incarnée, puis que ces deux choses-là finalement sont peut-être pas aussi séparées qu'on serait porté à le croire. Donc super intéressant et que en fait les milieux dont vous venez créent ça un petit peu ou vont favoriser ce genre de rapport-là à la traduction-là. Pour poursuivre un petit peu sur cette question-là, mais avec les traductions dont on va parler ce matin, qu'est-ce qui vous a amené à ces projets? Donc, après la question, qu'est-ce qui vous a amené à la traduction en général? Qu'est-ce qui vous a amené à la traduction de ces livres-là en particulier? Donc, si vous pouvez en fait nous décrire un petit peu la genèse de ces projets de traduction-là ce matin, comment vous avez choisi ces textes-là ou comment vous avez été choisi pour ces textes-là? Bref, Georgette? On m'a choisi. Je me souviens sincèrement plus trop comment ça s'est fait, là, le moment où... Mais on me l'a proposé. Je connaissais déjà Sue Goyette comme de nom. Respectueusement, je sais pas, Sue était déjà dans ma tête comme une grande poète que j'aime. En anglais, je l'ai lu en anglais. C'est vrai que c'est un petit peu comme ça, pas le hasard, parce qu'il n'y a pas vraiment d'hasard dans le milieu littéraire, c'est un petit grand monde en tout cas. Mais ça a été comme une grande chance. Elle, l'éditeur, qui pensait qu'ils se sont rencontrés à un moment donné, ce serait le fun de faire ça, c'est un beau projet. Et moi qui m'intéresse, comme ça, j'avais déjà parlé de ça, que ça m'intéresserait, que je voudrais l'essayer, je voudrais tenter le coup. Puis, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas de grande histoire, vraiment, pas d'épic love story. Moi, je me rappelle, par exemple, une conversation qu'on a eue. Puis je crois que, je sais pas dans quelle voiture c'était, mais on était au Festival acadien de poésie. Tu te rappelles? Oui. Puis je crois que c'était comme, tu étais sur ton départ. Oui. Puis je me rappelle qu'on a eu une conversation vraiment vite, mais vraiment intense. Oui. Puis tu étais en réflexion à savoir quel français tu allais utiliser pour traduire Sue. Puis je t'ai dit, moi, traduis en acadien. Oui. Puis tu voulais, mais t'hésitais. Puis on s'est rencontrés à Clémentine, on s'en est parlé, parce que j'ai tourné autour de ça comme une bonne année, là. Ouais. J'ai écrit une version en français plus normatif, puis là, en fin de compte, en tout cas, on en parlera plus tard, le temps n'était pas là, ça fait que... Oui, non. Mais les projets, c'est intéressant parce que les projets de traduction arrivent de toutes sortes de manières. Il y a comme la traductrice qui peut s'intéresser d'abord par un texte et puis aller vers l'auteur, je pense. Il y a aussi l'éditeur ou l'éditrice qui peut approcher l'auteur, qui peut dire... Ça peut se faire de toutes sortes de manières. C'est pas... Il n'y a pas qu'une manière, je pense, à ma connaissance. Vous êtes vraiment... Vous connaissez autant de milieux, beaucoup plus que moi, là, je sais pas. Mais je crois comme toi qu'il y a autant d'histoires qu'il y a de projets. Comme moi, avec La coucheuse de Scott's Bay, je l'ai lu presque à sa sortie, puis c'est un roman qui a attendu longtemps avant d'être traduit. Je pense que la première version est parue en 2006. Moi, j'ai la version paperback qui date de 2007 chez Random House. Puis, je veux dire, la sortie a été faite en 2020, puis ça m'a pas
pris tout ce temps-là à traduire le roman, même si j'ai pris un bout. Mais je l'ai lu, je pense que je venais d'accoucher de mon premier enfant. Puis ça a été tout de suite un coup de foudre pour toutes sortes de raisons. À cause de la thématique, à cause de... en fait, ça me parlait vraiment à l'époque parce que, tu sais, les questions de grossesse, les questions de maternité, d'enfantement, d'allaitement et tout ça, c'était vraiment mon monde à moi quand j'ai lu The Birth House, la première fois à l'époque. Mais il y a aussi qu'au centre de ce roman, il y a un personnage qui n'est pas principal, mais périphérique, mais près du centre. Puis c'est une accoucheuse et une guérisseuse acadienne de la Louisiane qui, il y a 30 ans, est revenue en Nouvelle-Écosse, là où son grand-père, Louis Fer, qui est un traiteur, est né. Ça fait que je me disais, ce roman-ci, il me semble que ça fait toutes sortes de sens que ça existe en français, puis que ça soit traduit ici. Mais j'avais pas le temps à l'époque, parce qu'on se souvient, je venais d'accoucher. J'ai eu un deuxième enfant par la suite aussi. Il y a un autre projet de traduction de Sea Captain's Wife qui s'est présenté à moi, qui m'a été offert. Donc, j'ai fait ça d'abord. Mais j'avais toujours dans l'idée que je voulais traduire The Birth House. Puis là, j'ai cogné à la bonne porte chez Prise de Parole pour un autre projet. Et puis, j'ai parlé de The Birth House à l'éditrice Denise Truax. Elle a tout de suite été séduite par l'idée, puis c'est comme ça que ça s'est fait. Vraiment, mais ça a pris du temps. Puis, pendant des années, je me demandais constamment pourquoi ce roman-là, qui a tellement été bien vendu au Canada anglais, on parle de 250 000 exemplaires, je crois, pourquoi ça n'a jamais été traduit en français? Puis j'avais comme vraiment un peu une crainte que quelqu'un d'autre embarque dessus. Mais peut-être qu'il m'attendait, peut-être qu'au Québec, personne se sentait capable de traduire la voix de Marie Babineau. C'est comme ça que ça s'est fait, vraiment. OK, c'est super intéressant parce que ça illustre justement ce que Georgette disait par rapport aux multiples façons dont un projet de traduction peut couver et éclore, en fait. C'est vrai que la personne qui instigue ça peut être la traductrice, l'éditrice, l'auteur, comme un mélange de ces choses-là. Puis, on a deux scénarios un petit peu ici différents là, qui montrent en fait un peu différentes façons comment... Puis le tien, as-tu parlé aux autres de ton... On en a parlé un petit peu dans mon cours aussi. Tu parles de Johnny Appleseed. Un autre en liste pour le GG la même année que nous, Ariane. Le trio du gouverneur général ce matin. Oui, moi, c'est un mélange un peu des deux, en fait, parce que c'est rapidement, là, je ne veux pas prendre trop de place, mais moi, j'avais... en fait, Johnny Appleseed m'a été proposé par une maison d'édition à Montréal qui s'appelle Mémoire d'Encrier, mais c'est parce que j'avais déjà traduit un autre projet avant pour eux, pour lequel c'est moi qui étais allée cogner à leur porte. Donc, je suis rentrée un petit peu dans cette maison-là avec un projet qui a bien fonctionné. On a trouvé qu'on travaillait bien ensemble et donc, ils m'en ont proposé un autre par la suite. C'est comme un petit peu un mélange de ces deux façons-là ici pour moi. Mais ils l'ont vu et aussi ils leur ont vu quelque chose comme... Parce que quand tu parlais du projet à la radio, j'ai remarqué ça, tu t'approches du projet dans le fond, comme tu t'es vraiment reconnu dans le travail ou je sais pas si tu t'es reconnu là-dedans, mais en tout cas, il y a comme une affinité immédiate, n'est-ce pas? Comme... Oui, oui, certainement. Puis je pense que on peut parler d'affinité aussi ou de proximité pour Ocean, Océan, c'est ça The Birth House, la coucheuse de Scotts Bay pour je pense que ça compte, ça vaut la peine. Effectivement, donc c'est un bon point en fait à soulever, comme de sentir beaucoup d'affinité avec un texte. Comme étant garant un petit peu de la réussite, là, entre guillemets, de ce projet-là, pour tous les gens qui sont qui en font partie, puis aussi pour le résultat final, là, comme on voit. Parce qu'on ne fait pas ça pour le fun. C'est pour s'amuser comme un samedi après-midi. C'est pas un travail... c'est un travail longue haleine. Sonia, oui. Le soir, je traduis. Moi, je suis un peu... En mangeant des chips. C'est pas tout à fait ça. Non. Mais juste, là, je digresse un peu des questions que j'avais préparées, mais sur le sujet de l'affinité, en fait. Est-ce que vous diriez que, oui, à la base, il y avait des affinités avec... clairement, Sonia t'en parlait avec le roman de McKay. Puis Georgette, je t'ai déjà entendu parler aussi, tu sais, autour de l'océan, puis ce recueil de poésie-là qui te parlait beaucoup. Est-ce que vous diriez que cette affinité-là, elle grandit, puis au sortir du projet de traduction, elle est encore plus forte, ou justement, on est un peu écœuré
comment ça se passe par rapport au rapport, en fait, qu'on entretient avec cette œuvre-là, avant, pendant, puis après, peut-être, le processus de traduction? Ouais, non, je l'aime de plus en plus. C'est drôle, je l'aime comme plus. Puis c'est pas à cause du prix, c'est juste ça me surprend. Ben, c'est pas que ça devrait pas me surprendre, mais c'est intéressant, je trouve ça intéressant. Parce que chaque relecture amène une découverte ou même des questions. Même en arrivant, avant de venir ici ce matin, je me disais, pourquoi j'ai choisi ce mot-là? C'est étrange. Non, je l'aime encore le plus, je crois. Puis intéressant. Moi, quand j'ai terminé La coucheuse de Scotts Bay, en fait, j'ai dû faire un deuil des personnages parce que je les habitais. Tu sais, c'était mes compagnons de travail pour vrai pendant très longtemps. Ça fait, tu sais, quand j'ai fini, puis que la dernière relecture était faite, et puis qu'il n'y avait plus rien, j'étais comme, OK, ben c'est fini. Et puis, j'avais pas un autre projet, en fait, pour m'habiter pendant un certain temps. Ça fait que, tu sais, il y a eu cette absence-là qui m'a fait comprendre à quel point ce projet-là m'avait habité. Il faut dire que, pour moi, ça a été différent. Parce que le texte, il n'est pas difficile, mais ça a été difficile. C'est un projet difficile au début. Après finir ça, ce travail-là, l'envoyer pour la dernière fois à Daniel, Serge, la maison d'édition, je ne voulais plus en entendre parler. Je ne voulais plus entendre parler de l'Acadien, je ne voulais plus entendre parler de rien. Juste comme, puis, pour un bon mois, au moins, j'avais fini. Fait que c'est drôle. Là, je me retrouve. Là, je m'amuse. Je trouve le texte, puis je l'aime. Puis j'aime aussi, c'est une admiration pour Sue, dans le fond, la poète. Moi, je suis juste... je suis comme... Notre rôle est important, mais c'est le texte d'origine, selon moi, est la raison, et notre raison. Notre raison d'être là. Puis justement, Georgette, quelles ont été pour toi, tu parlais de la difficulté, en fait, que comportait là, cette traduction-là. Comme c'était quoi les défis ou les problèmes ou les enjeux comme propres à cette traduction-là là, du recueil de Sue Goyette? Le ton, puis comme l'humour. Parce que le texte de Sue, c'est presque de la prose, c'est de la poésie, mais c'est ce que j'aime d'ailleurs, c'est entre les deux, là, c'est très prose, puis c'est dense, mais c'est le ton, puis il y a un humour que j'aime beaucoup en anglais dans le texte de Sue, puis je voulais à tout prix, absolument, comme je voulais faire vivre ça au lecteur en français. Puis comment faire ça? L'humour, c'est le plus difficile. C'est l'enfer. Fait que là, comment faire ça sans me travestir, sans devenir une autre personne, en restant fidèle à ma démarche, si on peut dire, en tant que poétesse. Ça a été comme vraiment ça le plus dur, le plus difficile. Puis c'est ce qu'un petit peu imposé dans le fond, comme à un moment donné, c'est si je veux rire, si je veux vraiment, j'étais obligée d'aller vers le français acadien. J'étais obligée de... C'est pas que je peux pas rire dans un autre français, mais là, je sais pas, c'est comme imposé. Ça a été beaucoup de réflexion dans le fond, puis essayer, tenter, du brouillon, des ébauches en masse. Ouais. Ben, le style de Sue aussi, c'est quelque chose qui se creuse. Comme, il me semble que la beauté de son style, c'est qu'à la première lecture, tu as l'impression que c'est très simple. Mais à mesure que tu l'habites, tu te rends compte, non, c'est une simplicité qui a été travaillée. Ah oui, non. C'est même pas... c'est comme épuré. C'est un texte très dense, comme l'océan. Ouais. C'est profond. C'est vraiment très profond dans le fond. Mais on s'amuse. Puis c'est ça, je l'ai regardé comme une tension dans chaque poème qui est dans le vers que je voulais garder. Puis ça, pour moi, c'est ça qui a été le défi. Puis je voulais pas réécrire le texte, je voulais pas changer. À un moment donné, on se disait ça, tu peux faire ce que tu veux dans le fond, il n'y a pas de règles. Fait qu'il fallait réécrire, fallait s'amuser, inventer. Non, parce que
j'aime le texte d'origine. Fait que pourquoi réinventer la roue si le texte d'origine est déjà merveilleux, tu sais? Mais tu veux que ça marche. C'est pas le fun. C'est pas un beau jeu. C'est ridicule de le dire même. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme un projet de traduction, c'est tellement beau, c'est tellement amusant. Tu rentres dedans, t'es comme yes, on va avoir du fun. Et là, c'est quand tu rencontres les défis, les embûches, les écueils, là, les nœuds, que là, t'es comme oh non, pourquoi je me fais ça? Pourquoi je m'impose ça? Pitché, puis pour sous, je pensais, je vais envoyer un courriel, juste dire non, comme. Sorry, Sue, it's not happening. Mais, en tout cas. Mais Sonia m'a encouragée. So, on s'aime. C'est pas comme la gueule. On remercie Sonia. Non, mais c'est vrai. Sonia m'a encouragée, Marc m'a encouragée, ma mère m'a encouragée. Il y a du monde qui nous encourage aussi, dans le fond. Puis ça, c'est comme dans le travail de création. Tu as vraiment besoin de ça. Parce qu'à un moment donné, des fois, tu sais plus trop. Ah oui, ben c'est le doute constant. Oui. Et l'éditeur. Oui, et Daniel, beaucoup. Oui, non, je n'étais pas toute seule là-dedans non plus. Sonia, les défis de traduction, j'imagine, sont assez différents de ce que Georgette décrivait, parce qu'on n'a pas du tout affaire au même type de texte. Vraiment pas. Non, c'est ça. Donc, quels ont été pour toi les principaux défis, mettons, de cette traduction-là? Mais moi, le principal défi, en fait, ça a été de trouver la voix ou les voix pour habiter ce texte. Puis, je veux dire, chaque projet est différent, c'est sûr, mais là, je suis dans autre chose. Mais pour la coucheuse de Scots Bay, ça a été de trouver comment représenter les Français acadiens. Et je le dis bien au pluriel parce que je sentais que c'était important aussi, étant donné que le roman se déroulait en Nouvelle-Écosse, dans un endroit où, il y a 100 ans, il y aurait eu des locuteurs d'un français ou des français qui ne sont pas le mien. Moi, je tire plus vers un français normatif dans la vie de tous les jours. Donc, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est regarder autour de moi comment différents auteurs, comment différents créateurs vivaient et représentaient leur français acadien. Puis je voulais aussi, de cette manière-là, permettre à plein de locuteurs acadiens de diverses régions de se reconnaître dans le texte. Que je leur offrais finalement, parce que c'était avant tout pour moi une traduction pour l'Acadie. Donc j'ai lu tous tes recueils plus d'une fois. Il y a Sai que j'ai écouté en boucle, il y a des conteurs de la Louisiane, j'ai fait énormément de lectures parallèles. Puis je pense qu'on est beaucoup, je ne sais pas si tu fais ça toi aussi, moi quand je traduis un projet, ben, je monte une bibliothèque de voix pour m'inspirer un petit peu, pour m'accompagner dans le travail. Donc ça a été pour moi un gros défi, mais un défi que je me suis peut-être moi-même imposé. Ça a été de trouver des façons de calquer ou d'inspirer des reconnaissances dans ce texte. Parce qu'il y a beaucoup de voix, c'est traversé par plein de personnages, puis je leur ai attribué à chacun un peu comme une vague idée d'un français acadien. C'était une façon aussi, pour que plein de gens puissent rentrer dans ce roman-là, dans la traduction, puis se reconnaître. Puis si j'ai fait ça, en fait, je suis peut-être en train d'anticiper sur quelque chose, mais c'est qu'il y a une réalité en Acadie, c'est qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont les compétences nécessaires pour aller vers le texte d'origine, quand on traduit de l'anglais vers le français, comme moi, comme Georgette. Et je sentais le besoin de donner aux locuteurs bilingues une raison pour aller voir la coucheuse de Scots Bay plutôt qu'aller directement au Birth House. Donc, c'était une façon d'avoir une plus-value. C'est pas quelque chose que je me serais permise de faire pour n'importe quel projet. Par exemple, celui sur lequel je travaille en ce moment, il n'y a pas de français acadien parce que ça se passe pas en Acadie du tout. On est à une autre période, on est avec un différent récit. Mais pour la coucheuse de Scots Bay, c'est Mme Babineau qui m'a donné la permission. Puis qui m'a donné la permission tout en m'imposant cette nécessité. Puis c'est ça le principal défi, je pense, pour
l'accoucheuse de Scottsby. C'est ce qui a fait en sorte aussi que toutes les chansons qui se trouvent dans ce roman, je les ai toutes adaptées. Je suis allée faire une recherche et puis à chaque fois qu'il y avait des chansons, puis en fait il y en a beaucoup parce que l'autrice est elle-même musicienne et musicologue, donc la musique joue un rôle important dans sa vie, joue un rôle important dans ce récit-là. Donc j'ai tout ramené sans... En fait, ça a été un peu l'enjeu délicat, c'est de vouloir ajouter de l'Acadie sans tirer la couverte tellement que c'était comme une réécriture ou une réappropriation culturelle. Donc, on pourrait s'en reparler tantôt quand on arrivera aux questions, mais ouais. Super, mais ce qui est intéressant dans les réponses, en fait, c'est que je pose la question, c'est quoi les défis de traduction? Et on me répond un peu, on me répond tel est le défi, mais aussi voici comment j'ai composé avec ce défi-là. Donc, le revers de la médaille du défi, c'est les stratégies qu'on déploie, en fait, l'inventivité de laquelle on fait preuve pour aller justement résoudre ces défis-là. Puis les défis, finalement, comme étant juste des portes qui s'ouvrent, en fait, ou des portes qu'on peut ouvrir vers des solutions, finalement, de traduction. Puis ces solutions-là vont différer d'une personne à l'autre, mettons, mais c'est vraiment intéressant de vous entendre là-dessus. Mais justement, pour nous donner peut-être une meilleure idée aussi, est-ce que je peux vous demander de lire un court extrait ensuite, on poursuivra la conversation, mais juste pour entendre, en fait, vos traductions, là, comme quelques phrases, Sonia, veux-tu nous Je vais y aller. faire cet honneur? Merci. Je vais essayer de ne pas trop massacrer, parce que c'est pas un français acadien qui est le mien, à l'oral. Donc, je pense que on vous avait envoyé le début du chapitre 13. J'irai pas jusqu'à la chanson, parce que c'est mes enfants qui m'entendent chanter, pas vous. Donc, c'est une conversation entre Mambabino, qui est la guérisseuse, Dora, qui est sa charge, son élève, si tu veux, et il y a aussi Jenny, qui est une jeune mère qui attend son premier enfant. Donc, lève-toi, Dora, on s'en va voir Jenny. J'ai l'impression qu'il se passe de quoi. Sans attendre d'être convoqués, nous avons descendu le chemin des 3 ruisseaux dans la lueur rose du matin. Une fois arrivé chez Jenny Jessup, Mambé s'est passé des formalités et s'est tout de suite installée sur une chaise dans la salle de séjour. Elle a regardé Jenny de haut en bas. « Oh, je savais. J'avais remarqué ça à l'église dimanche passé. » Elle a montré le ventre de Jenny du doigt. « Il est après s'installer la tête à l'envers, Stia. Allonge-toi sur le sofa, ma petite Jenny. On va regarder ça comme il faut. » Mambé a fermé les yeux et soufflé sur ses mains pour les réchauffer avant de les poser sur le ventre tendu de Jenny. « Tiens, bébé, a-t-elle dit doucement. Il va falloir qu'on te revire de bord un petit brin. Tu peux pas montrer à ta maman que tu es un garçon avant qu'elle voie ta belle petite face. » Elle a regardé Jenny dans les yeux. « Regarde ici, arrête tes côtes. C'est sa tête, tu connais. Puis ici. » Elle passa la main sur une saillie dans le bas du ventre et secoua la tête. « Ça ici, c'est ses fesses. » Jenny, qui avait suivi de bon cœur jusqu'ici les consignes de Mambé, paraissait effrayée tout à coup. « C'est pas bon, ça? » a-t-elle dit tout bas. « C'est pas bon. Un bébé qui se présente les fesses en premier, ça amène un paquet de troubles. » Jenny s'est assise et a redressé ses vêtements. « Je dirais au docteur Thomas que ça vous tracasse. » Mambé a pris la main de Jenny dans la sienne. « Il est trop tard, ma chère, à moins que tu pensais dire ça aujourd'hui. Quand c'est que tu l'as vu la dernière fois? » Jenny n'a rien dit. Parce que s'il n'a pas été smart assez pour voir ce qui se passe... Non. Parce que s'il n'a pas été smart assez pour voir ce qui se passait, il ne saurait pas comment l'arranger. On va arrêter là. Nice. À la fin, c'est parfait. Non, ben c'est vrai. C'est rien que dire. Ça s'écrit. Pas besoin d'être cajun des bayous de... Tu sais, c'est ça? Ou né à la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Ça aide. Je sais pas si ça aide. Oui, ça aide. Mais c'est beau. Ben ouais. Non, c'est beau. C'est très beau. Georgette, nous Oui, moi, j'ai regardé ça. C'est comme je peux plus voir. Oui. Sans l'océan, les animaux de nos rêves rôdent dans notre endormitoire, entaillant notre endormitoire avec leurs sabots puis leurs cornes. Et huchiant, griffiant aux portes de nos heures sombres. Nous réveillons pour voir que leurs jappements avions dévalé les nuages puis avions accusé l'hiver de voler ce qui restait de la lumière d'été.
ils les mis si dans ça de boire. J'avais ramassé les autres la côte, mais je connaissais point la créature qui formait. J'avais tout mal compris. Quand je regardais les photos que j'avais prises avec l'océan autrichien, j'étais surpris qu'il regardait aussi mal viré, comment est-ce qu'il paraissait défait. Je nous disais, je l'avais déçu. Quand est-ce qu'il avait voulu chanter, j'avais insisté qu'il continue à travailler. Notre fin avait beaucoup de gaule, puis il y avait des poissons à apprêter. C'est pas le plus rigolo des poèmes. Ben, il y en a des plus comiques, mais c'est pour vous donner une idée de la langue qui est haute. Ouais. Non, c'est ça. Puis merci beaucoup d'avoir accepté de lire. Là. C'est ça, ça nous permet d'entendre la voix, le ton, la poésie, des choix aussi. Ça nous permet d'entendre ou de voir des choix que vous avez faits dans la langue. Puis c'est ça, je suis certaine qu'on va pouvoir en discuter tantôt dans les questions là, par rapport au choix, là, au choix là, c'est ça, de traduire en français acadien de part et d'autre là, chez vous deux. Justement, donc, en parlant de ce choix-là, en fait, qui vous rattache à une certaine région, en fait, j'aimerais qu'on parle là, de l'Acadie. Puis comment, en fait, la traduction littéraire... est-ce que la traduction littéraire a des enjeux, des configurations, des modalités, des richesses ou des défis propres, en fait, à l'Acadie? Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous, en fait, autrement dit, de pratiquer la traduction littéraire depuis le lieu d'où vous le pratiquez, finalement? Ouais. Je sais pas qui veut commencer. Tu peux y aller? Je peux y aller. Yeah. Il y a un paradoxe ici. J'ai l'impression que je suis pas la seule à avoir vécu une expérience, d'avoir été un peu entre les deux chaises, entre le français et l'anglais. J'ai l'impression qu'on est nombreux dans la salle à avoir vécu la même expérience, puis à la vivre encore aujourd'hui. Cette entre-deux chaises-là a une richesse, puis c'est celle d'être à l'aise avec les deux chaises entre lesquelles on se trouve. Mais elle apporte aussi une fragilité, puis un sentiment d'insécurité possible, où on sent qu'on est imparfait à la fois en français et en anglais. Ça, je pense que ça fait en sorte que dans nos pratiques langagières, on se sent peut-être insuffisant. Insuffisant comme en tant que francophone, insuffisant face à l'anglais, qu'on a cette crainte constante d'être sur le bord d'une assimilation potentielle. Puis c'est pas propre au milieu de la traduction. Je pense en général, en tant que société, en Acadie, je pense qu'on est nombreux, moi-même inclus, à s'identifier à ça. Donc, il y a une certaine fragilité qu'il faut réussir à surmonter d'une certaine façon pour arriver à traduire, parce que la traduction, de par la perception qu'on en a, par exemple, et juste par la nature de l'exercice, exige une certaine perfection impossible en français, donc avec la langue source. Donc, si déjà notre rapport à la langue source est fragile, c'est difficile de faire le saut puis d'arriver à se mettre dans une fragilité encore plus grande dans l'exercice. Fait, autant en Acadie, on a une familiarité avec les deux langues avec lesquelles on travaille traditionnellement au Canada. Il y a ça. Il y a aussi, et puis ça, c'est juste mon expérience, qui est peut-être pas le reflet de la réalité. J'ai l'impression que dans le milieu de l'édition et dans le milieu littéraire en général, on est un peu mitigé par rapport à la présence de la traduction. On ne sait pas trop comment dealer avec cette bête-là, dans le sens que, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de nos lecteurs ici, notre public cible, qui de toute façon est capable d'aller vers le texte de départ. Donc, pourquoi leur offrir un outil dont on a besoin pour comprendre ce qu'on comprend déjà, si on veut. Et puis, j'ai l'impression aussi que on ne sait juste pas comment mettre ça en marché par ici. Et pourtant, il y a des gens qui seraient vraiment capables de faire ce transfert d'une langue vers l'autre. Donc, c'est compliqué. Ouais. Puis moi,
je sais pas si c'est une façon de résoudre ça, mais je cherche des projets qui me permettent d'ajouter toujours une plus-value. Tu sais, comme, voici pourquoi vous voulez lire La coucheuse de Scott's Bay. Le prochain livre sur lequel je travaille, je fais comme trop de recherches, mais c'est pour dire, regarde, comme, c'est pour ça que vous voulez lire, il y a un jeu ici que je peux vous aider à trouver. Peut-être qu'au Québec, on se pose pas ces questions-là. Peut-être qu'au Québec, on a d'autres problèmes aussi, je sais pas, d'autres enjeux. Ça, c'est surtout au niveau de la maison d'édition. Je trouve que c'est une question qui se pose importante parce que je sais pas comment. Je trouve que c'est important à ce niveau-là. C'est comme comment justement à qui cherche-t-on à vendre le texte? Parce que le texte d'origine existe. Ouais. Si on publie une traduction, c'est parce qu'on veut faire voyager le texte d'origine. C'est quasiment plus une question business. Dans ce sens-là, c'est comme que cherche ta maison d'édition? Qu'est-ce qu'elle veut finalement envoyer comme message, partager aux autres, distribuer? Puis aussi, je sais pas si tu avais fini. Oh, mais oui. je pense que Continue. c'est ça, c'est surtout là où l'enjeu se pose. Puis je me dis, c'est peut-être avec l'éditrice ou l'éditeur à qui il faudra poser la question. Par rapport à la langue, lequel français? Fait que c'est ça, là. C'est comme. Mais même comme inter-acadie, lequel français acadien. Puis là, c'est comme une soupe, tu sais. C'est le francophone qui arrive de l'extérieur je sais pas, du Québec, même pas loin, oui. Ariane. Ariane arrive, puis elle dit, c'est toute la même chose, je comprends rien. Je sais pas, c'est juste weird. C'est un autre français, je comprends pas. Puis, mais en fait, c'est plusieurs autres français. Ça fait qu'il y a plusieurs français, il y a plusieurs variantes acadiennes. Il y a le Braillon, il y a le français acadien dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, il y a le français du sud-est, ici. Là, on parle du chiac, c'est quoi d'autre? C'est vrai, de quoi est-ce qu'on parle là? On parle d'accents différents, finalement. Moi, je suis rendue là, dans ma réflexion sur la langue en Acadie, du français acadien en Acadie, c'est que en Acadie, il y a plusieurs variantes du français acadien. Puis ce français acadien-là, dans le fond, c'est un français qui nous arrive, qui est du 17e, peut-être de quelques régions de la mère patrie, et puis qui existe toujours, qu'on parle en Acadie, si on peut dire, OK? Les accents changent d'une région à l'autre, c'est sûr. Fait que l'Acadien, on parle de l'Acadien à l'Institut de la Baie-Sainte-Marie, mais dans le fond, je ne l'ai pas écrire en Acadien non plus, même si c'est peut-être plus proche de l'Acadien, parce que j'ai pas écrit ce son-là. J'ai pas écrit le on, j'ai écrit pan. J'ai pas écrit pon. Fait que si j'avais publié en Acadien, j'aurais écrit pon partout matin. Fait que non, c'est du français. Moi, j'ai comme négocié avec moi-même. C'est ça qui est chiant, c'est que t'es tout seul dans ta chambre, t'es comme, oh my God, je dis à Daniel, je ferai plus ça, jamais, comme, si jamais je t'appelle, puis tu dis, les passes, c'est partout, ça finit, ça pue. Puis, mais dans le fond, j'argumente un petit peu que c'est comme, c'est français acadien, dans ça, j'ai gardé le son identitaire que j'appelle « tche », le son « je ». Je suis allée un petit plus comme j'ai gardé ces sons-là dans cette version-là, dans ce français-là, mais parce que je les entends ici. Ça, c'est là où je voulais vous amener. C'est que je les entends dans le sud-est, ici à Moncton. Je les entends. Même les Braillons, tu sais, là, dans la région du Madawaska, j'entends ce son-là là aussi. Ça fait que ça, pour moi, il y a des sons qui nous lient. Puis des conjugaisons aussi, qu'on emploie, je les entends ici. Je les entends dans le nord aussi. Fait que je me dis, c'est pas juste dans le sud-ouest de Nouvelle-Écosse qu'on emploie
C'est là, c'est conjugaison là. Ça fait que pourquoi appeler ça l'Acadian? Parce que dès qu'on entend Acadian, on pense sud-ouest de Nouvelle-Écosse. Parce qu'il n'y a personne dans le sud-est qui dit Acadian, n'est-ce pas? Puis Lord knows, ça fait que c'est ça là. Fait que j'ai fait comme un petit travail de diplomate. Puis je cache pas ça. Je le fais intentionnellement. On était assis autour de la table, moi, Serge Patrice, qui est d'origine, qui est du nord, de la région du Madawaska, de Rivière-Verte, Daniel, qui est du sud-est. Puis ça fait longtemps que je publie, puis que je me promène dans les salons du livre, puis je rencontre les gens, puis je suis acadienne. Fait que il y a longtemps, je côtoie toutes ces variantes-là. Venez pas me dire que vous conjuguez pas de cette manière-là dans le sud-est parce que vous le faites et je l'entends et puis c'est juste ça que c'est pas ni plus ni moins, c'est une réalité qui fait que le français existe toujours ici, dans les provinces maritimes. Si c'était pas des Acadiens, si c'était pas de la présence acadienne, il n'y aurait pas de français dans les provinces maritimes. Il n'y aurait pas d'université de Moncton. Fait que de quoi est-ce qu'on parle? Fait que moi, c'était vraiment ça, c'était d'essayer de coller, de créer comme une langue acadienne, passeport, normative. J'étais mon propre Richelieu, j'étais ma Richeliette, là, dans ma petite chambre, avec mes cafés, puis that's it. Puis pas pour l'imposer, mais juste dans un texte, une traduction, texte poétique. Très humblement, all right, je propose ça. Ça, c'est mon grain de sel. Mais Georgette, c'est un peu ça que tu avais fait aussi en écrivant tes recueils. Oui, c'est ce que je fais. Ça fait un petit bout de temps. Ouais. Puis, c'est... Parce que je véhicule... Quand j'ai commencé à publier, puis je sais que j'ai déjà parlé de ça, si je me répète, s'il y en a qui ont déjà entendu l'histoire, dans des revues littéraires comme dans les années 90, on était comme un petit groupe de poètes, de jeunes fatigants. Puis il y en avait dans la gang qui était très, comme Rachel Richard, qui était petit plus âgée, whatever. Elle qui écrivait des nouvelles, puis qui insistait. Quasiment écrire phonétique. Elle voulait quasiment écrire phonétiquement. Là. Ça voulait quasiment inventer un nouvel alphabet phonétique. Moi, j'étais comme dans le mi-temps de ça. Là. Les deux, je voulais pas aller là parce que si là, tu perds tout le monde. Tu sais, tu perds pas tout le monde, mais tu veux que les gens te lisent. Tu veux qu'on lise ton recueil. C'est très frustrant comme artiste, tu sais, d'écrire sachant que dès le départ, là, t'as un gros chunk de lectorat possible, potentiel, qui va comme décider de ne pas lire parce qu'il faut qu'il fasse un travail linguistique quasiment pour y arriver. Ça fait que moi, j'ai comme opté pour des graphies françaises, même jeter pour attendre. OK, attendre. Étant donné que je sais, moi, que jeter vient de guetter, du verbe guetter, G-U-E-T-T-E-R, vers la fin, là, dans les derniers recueils, je disais, OK, je vais l'écrire, guetter. Moi, quand je fais mes lectures, je dis jeter. Je lis jeter. C'est tannant. C'est comme... Mais je suis venue à jeter, D-J-E-T-T-E-R. Parce que guetter, c'est comme presque trop loin. La graphie française est presque trop loin de ce qui se dit. Même, je me suis rendu compte, chant, le J, fait la première personne du singulier avec la première personne du pluriel, c'est là le je pluriel, chant. Je regarde dans la shop, je mange asseoir, OK? Je me rends compte, je l'écris, J, apostrophe, S-O-N-S. Dans le fond, je suis en train de dire chant, C-H-O-N-S. Je sais pas.
Je devrais peut-être commencer à écrire chant. Ben, je vais pas non plus, ça me tanne, c'est tannant. C'est le compromis, hein? Puis c'est le compromis qui est obligé parce qu'on n'a pas un code, c'est pas encore... Non, qui est la beauté de l'affaire. C'est ça, oui. La beauté de l'affaire, ce que j'entends chez vous deux, en fait, dans deux différents projets qui ont des impératifs très, très différents, mais qu'il y a aussi des similarités, c'est que, en fait, c'est pas une simple reproduction d'un parler, tu sais, comme une représentation mimétique, en fait, d'une variété délimitée, hein, qui représente ou qui appartient à une communauté en particulier. Donc, Georgette, tu disais, tu vas dans les salons du livre, tu vas à Edmundston, tu entends les gens ici parler. Sonia, tu parlais de toutes les recherches que tu as faites dans beaucoup de textes littéraires d'ici, de parler à différentes personnes, d'écouter différentes choses aussi. C'est d'aller créer, en fait, c'est un acte de création, finalement, un assemblage de formes linguistiques, tu sais, qui est associé à une certaine région, mais qui est beaucoup plus lousse ou plus libre que en vraiment dire, mettons, je vais écrire en chiac ou en acadjon, comme tu dis. Fait que c'est de se donner la liberté. Puis t'as dit quelque chose qui m'a vraiment struck, c'est des sons qui nous lient. Oui. Puis un peu qui est ce nous-là, en fait. La façon dont tu parles, toi, c'est quelque chose d'assez vaste, en fait. Oui. Mais des sons qui nous lient. Mais là, toc, 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 la québécoise là, qui débarque. Donc, c'est pas des sons qui lient tout le monde au Canada francophone. Donc, il y a aussi... Non, mais dans le sens que je dis que c'est quelque chose de productif aussi. Oui, c'est ça. De dire qu'il y a une mise à distance d'un certain lectorat qui est, n'est-ce pas, plus dominant, qui est celui du Québec. Puis, quand tu disais justement l'espèce de... J'ai ri parce que de dire que ta traduction de Océan est en acadien normatif. Alors, pour quelqu'un, tu sais, qui vient où est-ce que le français est encore plus normatif, d'un point de vue vraiment du français standard, c'est pas du tout en langue normative. Donc, tout ça pour dire que ça dépend vraiment du point de vue, en fait, qu'on adopte. Fait que je trouve ça vraiment comme extrêmement dynamique, ce que vous décrivez. Et moi, je suis comme majoritaire dans ma tête. Moi, je suis comme... Puis j'ai grandi de même, c'est la faute de mon père. Mais c'est vraiment ma prise de position. C'est dans ma tête, cette langue-là peut exister comme... That's all. Fait que, oui, une insécurité, sensibilité... Ouais, un petit peu, mais pas vraiment. C'est plus... Moi, au début, une de mes préoccupations, c'était par rapport à la business de la traduction, la business de la maison d'édition, du travail littéraire, puis de la volonté, si la maison d'édition, elle a vraiment embarqué, si l'auteur du texte d'origine, elle a été d'accord, si la poète, Sue, elle a été d'accord, elle a été d'accord, puis c'est sûr que il n'y a rien qu'oblige. Il pourrait y avoir 32 traductions d'Ocean, c'est pas non plus. Il y a ça aussi. Là, Mais c'est ça. J'aime que tu ramènes la question éditoriale aussi parce que c'est ça, toute la conversation un petit peu plus, tu sais, autour de la création, de l'assemblage des formes linguistiques, de notre position, nous, subjective en tant que traductrice, les choix qu'on peut faire personnellement. Tout ça, c'est bien beau, mais effectivement, il y a toujours l'impératif commercial, éditorial qui débarque, puis qui vient un peu nous casser là-dedans. Donc, on peut voir justement, tu sais, comme l'Acadie, comme un terreau fertile, en fait, plein de ressources linguistiques dans lesquelles on peut aller puiser. Surtout à une époque où est-ce que de plus en plus de textes en anglais sont écrits en langue non normative aussi. Puis on a besoin d'outils, puis le français standard ne fait plus, ne nous donne plus, en fait, les ressources nécessaires, n'est plus suffisant, l'a-t-il jamais été. Mais tout ça pour dire que oui, la question éditoriale qui est une grosse question en fait parce que oui, je pense en fait, puis au Québec certainement, mais il y a beaucoup de résistance à traduire même en québécois, même en, tu sais, comme en franglais puis moi c'est quelque chose que je pousse dans ma pratique aussi parce que ça va moins vendre ou parce que ça va moins réussir et là je trouve que justement puis ça va m'amener à ma prochaine question. Wow, brilliant. Que l'année dernière, ben c'est ça, on a eu nos nominations au GG à cause de la COVID, ça a été décalé, donc c'était en juin, je crois, mai-juin dernier. Puis sur le top 5, en fait, il y en avait 4 avec Daniel Grenier, qu'on a vraiment des traductions non normatives, en fait. Puis moi, j'avais trouvé ça tellement beau, j'avais tellement été touchée de me dire, OK, on est rendu en 2020 où est-ce qu'il y a un jury là, de pairs qui reconnaît, en fait, que ça a une valeur, puis qui veut célébrer ça, en fait. Puis je pense que dans l'histoire de la traduction au Canada, c'est assez nouveau.
puis que peut-être ça peut devenir justement plus habituel ou la norme. Puis ma question, en fait, c'est ça, c'était justement ces nominations-là pour vous, puis Georgette, le prix. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, tu sais, peut-être d'un point de vue personnel de votre travail, mais aussi du point de vue de ce dont on vient de discuter, tu sais, par rapport à l'Acadie, puis par rapport... Parce que là, on sort de l'Acadie pour aller sur la scène fédérale, on est au Canada, ben, c'est ça, gouverneur c'est général. ce que je trouve beau, c'est que ça se lit, ça se comprend, en fait. C'est un système cohérent, c'est possible. Fait que c'est pas moi, là. Moi, j'étais très heureuse. Ça m'a fait du bien pour ça, pour cette raison-là, justement, par rapport à la langue. C'était comme un petit peu... ça rend légitime d'une manière ou d'une autre. C'est malheureux de le dire. Si les autres... C'est pas malheureux, dans le fond, ça fait de la suite. C'est que si les autres arrivent à te comprendre, si les autres arrivent à te lire... Le jury, c'était pas 3 Acadiens du sud-ouest de l'Écosse. C'était 3 personnes que je connais même pas, j'ai jamais rencontrées, francophones, qui arrivent à lire et comprendre le texte. Fait que ça doit qu'il y ait quoi qui arrive à communiquer. J'ai gagné quelques prix littéraires déjà aussi avec mes propres recueils. Je me dis, ça doit que ça se comprend, ça doit... Puis ça, tu peux pas vendre ça aux Acadiens. Tu peux pas dire ça aux Acadiens. Parce que sans les prix, les Acadiens vont pas te croire. Pas possible. La stop, tu peux leur dire. C'est nos pires, on est nos pires ennemis, dans le fond, souvent. Parce qu'on a assez été tannés là, par les autres. Là. Puis c'est vrai, c'est juste vrai. Comme les Québécois se font tanner par les Français. Tout le monde se fait tanner par tout le monde. Puis les Français se font tanner par l'élite en France. C'est comme, tout le monde se fait tanner. C'est juste, c'est le coup d'humain, c'est malheureux. Ben, on se fait assez tanner qu'on se dit, non, c'est pas possible. C'est ça, cette insécurité, ça vient de là, quelque part. À chaque fois qu'on ouvre la bouche pour parler, il faut se défendre, il faut s'expliquer, il faut se défendre, il faut se traduire, dès qu'on sort de l'Acadie. Même entre Acadiens, moi, c'est ce que j'ai vécu ici en déménageant à Moncton, il y a 3 ans, avec mes 3 enfants, j'ai vécu de quoi de malheureux, c'était triste. Mon petit garçon qui avait comme 6, avait du mal à se faire comprendre. Là, moi, j'étais contente. Je disais, soit je déménage à Halifax ou je déménage à Moncton. J'ai pas de job. J'avais le contrat. Anyway. J'ai décidé, non, je déménage à Moncton parce que c'est la dernière fibre de révolte là, qui me restait. Puis, c'est triste. C'est comme, c'était quasiment comme un étranger qui arrivait. Tu sais, puis j'étais à Moncton, j'étais pas à Trois-Rivières ou Rimouski, j'étais au collège Brébeuf à Montréal. C'est là mon enfant était ici, en Acadie. Puis personne ne comprenait, c'est weird ton accent. Puis c'est pas tout le monde, mais c'est pour dire qu'on se comprend, on se connaît même pas entre nous autres. Même dans cette ère, tu sais, de médias sociaux et tout ça, c'est comme c'est drôle. On ne sait même pas ce qui se passe ici. Ça fait que, je sais pas, ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai hâte de voir, en fait, pour le prix, pour la nomination, je me suis sentie vue. Puis ça m'a étonnée, en fait, à quel point ça m'a fait du bien. Parce que je veux dire, j'ai fait mon bac en traduction ici. Je pense que je suis diplômée 2000. Fait que ça doit faire comme 20 ans que je bosse. Tu sais, j'ai travaillé d'abord comme traductrice pragmatique. Tu sais, j'ai mangé mes croûtes au bureau de la traduction. Et puis, petit par petit, il y a des projets qui ont pris de plus en plus d'ampleur, mais ça a pris du temps. Parce qu'il y a très peu de maisons d'édition en Acadie. Au Canada français hors Québec. Donc, il y a très peu de places où on peut travailler comme traducteur littéraire. Là, j'ai hâte de voir si ça va donner quelque chose, parce que je veux dire, on connaît la formule. Quand un traducteur ou une traductrice est au moins en nomination pour un GG, c'est à ce moment-là que le téléphone se met à sonner des fois, puis que tout à coup, les maisons d'édition te découvrent et te proposent des projets. J'ai hâte de voir si je suis dans la pigeonhole
la traductrice qui ne peut traduire qu'en français acadien. Même si on sait que dans ce roman-là, il y a des niveaux. Ben tu sais. oui. Je Ben, il y a joue sur plein de différents registres. français. Il y a Ben oui. différents français. Donc, j'ai hâte de voir si on m'aura imposé l'étiquette de celle qui peut traduire comme ça, mais dont la plume ne peut pas suivre un français qui sera autre en fonction du projet. On verra. Jusqu'ici, le téléphone n'a pas sonné, Non, mais ça ne peut tout faire. apparemment qu'on est en période pandémique. Fait que je sais pas. Bien, ça, excellent. Puis je terminerai peut-être avec une petite question pour ouvrir ensuite la période de discussion. J'aurais aimé ça parler des liens entre création et traduction. On pourra peut-être faire ça pendant la période de questions, mais c'est juste en fait pour Georgette, on a senti un peu un trauma là, tantôt par rapport à la traduction, comme quoi ça avait été difficile. Mais après, on est couronné, bon, ça fait du bien. Puis Sonia, je sais que bon, c'est une pratique plus, donc que tu fais ça c'est comme de façon plus à côté. Est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent en fait? Quel est votre prochain projet de traduction? Si oui, si vous pouvez nous le décrire là, rapidement, juste savoir, what are you up to? Non, en ce moment, j'écris. D'accord. Mais je suis encore un petit peu obsédée par self-publication. Donc, tu as De traduit mon toi-même. m'auto-traduire Ouais. qui me... ouais. Sérieusement. Parce que je l'ai déjà tenté sérieusement de poursuivre ce travail-là. Puis je veux pas... C'est plate parce que c'est moi, c'est pas parce que je suis obsédée par mon propre. C'est que je veux pouvoir partager mon travail avec cette autre communauté-là, linguistique, qui est anglophone, mais qui est aussi une communauté que j'aime, d'auteurs et de poètes que j'ai lus, jeunes, que j'ai aimés, qui font partie un petit peu dans ma tête de mon... c'est mes amis. C'est comme, tu veux communiquer avec tes amis. Ça me tanne, ça. Donc, de rejoindre, en fait, cette communauté-là. Oui, pour un allant, c'était drôle. J'avais beaucoup d'amis anglophones, puis c'est comme, ils n'ont aucune idée de ce que je fais ou ce que j'écris. On s'aimait quand même, puis on faisait autre chose, mais c'est intéressant, ça. Tu peux pas être lu par tes propres pères, finalement. C'est frustrant. Mais oui, c'est juste... Toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas être contente de savoir que je travaille à un manuscrit. Ah! Ouais. Oui, c'est moi faut que Sonia écrive. Il faut qu'elle commence à écrire. Never mind traduire. Ça fait 20 ans que je me cache derrière des auteurs puis des autrices. Écrire et traduire, oui. Ouais, ben tu sais, quand on traduit, on écrit. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses parmi la communauté de traducteurs littéraires qui sont en fait des closet writers. Fait que je m'apprête tranquillement à sortir du placard. Puis sinon, je travaille aussi à une brique. Tu connais, toi, Symphony No. 3 de Chris Eaton? J'ai entendu parler de ça. Une batte, Oui. une grosse batte à 50 000 têtes. Puis je travaille là-dessus. C'est, pour la petite histoire, en fait, c'est le récit de la montée en célébrité, puis ensuite la déchéance, puis la tombée dans l'oubli de Camille Saint-Saëns. Ça fait que je suis vraiment dans un autre monde. Je traverse dans l'Angleterre de l'époque de Jacques Léventreur. Je m'en vais en Argentine. C'est éclaté, c'est vraiment bon. C'est très différent de The Birth House. Très postmoderne. Hein? Très postmoderne, puis je me cogne la tête sur tous les codes. But c'est fun. Puis toi? Ah, moi, j'ai beaucoup de projets. Oui. Trop. Oui. Sur ma table. Cet automne, je travaille sur le livre de Kate Briggs, This Little Art, qui est un livre sur la traduction littéraire. OK. Puis elle a traduit Roland Barthes vers l'anglais. Puis moi, je retraduis ça vers le français. Donc, je traduis Roland Barthes vers le français, oui. C'est surprenant, mais c'est ça. Puis sinon, je vais traduire cet hiver le mémoire, en fait, de Billy Ray Belcourt, qui est un écrivain cri, qui s'appelle History of My Brief Body. Et le prochain livre de Joshua Whitehead aussi, donc son recueil d'essais, Making Love with the Land. Donc ça, c'est ma prochaine année, là, Wow. qui est assez... ouais. Superstar. Toi aussi, tu traduis le soir, toi. Oui, je traduis le soir, la nuit, le matin. Je traduis en ce moment, vous me voyez pas, mais je traduis en dessous de la table. Là, quoi. Tu respires et puis il y a une phrase qui sort dans Ouais. l'autre langue.
Oui, effectivement. Donc, il est 12h35, il nous reste une 20-25 minutes. J'aimerais ouvrir la période de questions, en fait. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient poser des questions? Vous pouvez les poser, en fait, puis moi, je vais les répéter en avant pour qu'on comprenne tous. Oui, Solène? Ça revient un petit peu au début de la conversation, mais je pense que c'est Georgette qui disait la pression de vouloir être lu, de savoir qu'on va être lu, puis des ventes, de savoir si ça va marcher ou non. Est-ce que cette pression, ça rend la traduction plus difficile et des fois ça empêche ou ça met encore plus de pression sur les choix de traduction, comme par exemple pour vous, Georgette, de choisir quel français traduire? Oui, c'était une affaire, c'est comme durer un an, presque. Parce que comme j'ai écrit une première version, comme du début à la fin, dans un français plus neutre, disons. Je sais pas, normatif, ça veut pas dire grand-chose, mais comme neutre, plus passeport, français passeport. Puis ça allait, c'était bien. Il y avait rien de méchant là. Mais il manquait quoi? Moi, je sais pas, j'étais pas comme satisfaite. Moi, j'aimais pas vraiment le texte. Fait que, oui, moi, je trouve que c'est comme toute une autre expérience de création. C'est pas je vois pas ça comme une expérience de création. Je sais pas si vous êtes peut-être pas d'accord du tout. Mais c'est pas tout à fait la même chose, en tout cas. Parce que t'as déjà de quoi. C'est comme un autre rapport, un autre lien avec la création. Puis c'est comme rendre service à quelqu'un, c'est vouloir être au service du texte. Mais étant donné que je suis déjà pas mal dans mon affaire à moi, je suis poète, puis je la connais elle un tout petit peu. Je savais que c'était pas assez comme... Il manquait de quoi? Il manquait du grit, il manquait du code, il manquait moi. Je crois. Ça, c'est moi qui... Dans le fond, ça fait que... Mais j'ai pas... Ouais. Ça fait que c'est comme une pression, comme dans ce sens-là. C'est de rendre service, mais sans travestir, sans devenir haut, sans te perdre là-dedans. Parce que dans le fond, n'importe qui pourrait traduire comme ça. Tu sais, là, je sais pas, tu peux envoyer ça à compagnie, je sais pas si ça existe, de Ghost Traducteur, puis allez-y, traduisez. Ouais. C'est ce que je trouve moins intéressant. Ça sert à rien. Sinon, pourquoi prendre la peine de passer? Pourquoi prendre la peine de... Tu viens à la maison d'édition, pourquoi prendre la peine de... C'est comme... C'est une communauté d'artistes, dans le fond. On est comme... tu sais, on travaille, on se voit pas tout le temps, puis... Oui, mais si je peux comme réagir, parce que pour aussi ramener la question de Solène, la pression qu'on se met peut-être d'être lu ou que le texte circule puis soit accessible, c'est ça, je pense, un peu la question. OK. Donc, puis que là, la stratégie, en fait, d'écrire dans un français ou avec des formes qui vont pas nécessairement être accessibles au plus grand bassin possible ever de personnes, right? Donc, quand on parle de la francophonie, ça serait avec une idée, comme tu dis, le français passeport. Mais à un moment donné, j'ai comme décidé, c'était comme une décision comme poétesse, comme artiste. À la fois, c'était comme non, OK, j'y vais même. Ouais. Puis à ce moment-là, tout change. C'est pas que ça va mieux, ça va mieux. T'es pas sûr de ton affaire, nécessairement, mais au moins t'as décidé ça, puis c'est comme take it or leave it, si vous n'aimez pas ça. Mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant de ce que tu dis, Georgette. Ce que j'en comprends, c'est que en fait, oui, il y a cet impératif-là ou cette question qu'on peut se poser là, et certainement les éditeurs se la posent. Là, oui. Peut-être, je sais pas, moi, les miens, oui. Là, c'est toujours comme les Français comprendront pas. Oui. Oui. Puis on veut vendre des livres. Ils veulent vendre des livres. Il faut vendre des livres au plus grand nombre. Mais, donc, la question, bien sûr, elle se pose, mais effectivement, je pense sur un autre plan. Puis Georgette, ce que tu décris, je trouve, c'est que tu tournes ton gaze de ça
ça pour aller vers quelque chose de plus comme ta communauté, tes gens autour de toi. Puis c'est comme à eux que tu veux comme t'adresser. C'est par eux que tu veux être lu ou vu, peut-être plus. Donc là, fait que c'est ça sur le plan plus subjectif. Ou comme poète, comme si... Puis en fait, c'est qu'on s'est rencontrés à un moment donné aussi, moi et Sue, dans un festival X, je sais pas trop, puis c'était ça, c'était comme si elle me traduisait, si ça avait été elle, puis que c'était les mêmes enjeux, moi j'aurais dit la même chose, comme vas-y dans ta langue, vas-y dans ton... C'était très... Plutôt que... Parce que c'est ça le travail du poète. La créatrice, le créateur travaille, écrit à partir de son... de là, pas de là. Ça se parle, mais c'est comme ça commence vraiment, selon moi. Juste peut-être pour complexifier la réponse un petit peu aussi, j'ai pas, moi, senti l'impératif de me faire comprendre et lire à l'extérieur de l'Acadie pour La coucheuse de Scott's Bay. Parce que ce projet-là, pour moi, clairement, il fallait que l'Acadie prenne toute la place. C'était dicté par le récit, par le cadre géographique du roman, par l'identité d'un des personnages pivots du roman. Ça fait que, tu sais, j'avais plein de permissions à l'intérieur du livre. Mais avec celui sur lequel je travaille en ce moment, Camille Saint-Saëns, il parle pas chiac. Et puis, il circule pas en Nouvelle-Écosse. Il a sûrement rien vu du Nouveau-Brunswick. Ça fait que pour être fidèle au récit, puis à l'univers fictif tel qu'il a été créé et imaginé par l'auteur, je peux pas me tourner vers les Français d'Acadie. Mais je le ferais, moi. C'est ça, c'est ça la différence. C'est ça qui est intéressant, parce que si on... Mais je te laisse finir, mais après, je veux... Mais tu sais, pour moi, je ne peux pas, parce que ça brise un peu un jeu qui a été mis en place par l'auteur. Puis tu sais, l'auteur, je le connais très bien aussi, c'est un bon ami. Et je sais que l'anglais plus normatif, plus stiff, si on veut, il a essayé de mettre ses culottes, tu sais, pour vraiment, même dans la langue, créer un univers qui nous transporte entièrement et qui nous habite, qui nous amène dans d'autres lieux. Et pour cette raison-là, moi et tout, j'ai mis mes culottes. Tu sais, moi, en ce moment, tu sais, en ce moment, la bibliothèque parallèle dont je parlais tantôt, ben, c'est du André Gide, c'est du Marcel Proust. Je joue la game. Tu sais, ça fait que je suis caméléon là. Mais il y a un petit chapitre, le chapitre 9, où l'auteur s'est amusé à focailler avec le lectorat en anglais et qui est allé créer quelque chose qui est un petit peu comme dans l'esprit de Rabelais, qui est vraiment chez nous, là. Et puis, c'est presque, tu sais, c'est une mise en scène, puis une coupure des mots et tout, c'est comme complètement éclaté, expérimental, qui nous amène ailleurs en anglais. Qui nous amène un petit peu comme dans le paysage de James Joyce, si on veut. Donc, moi, j'ai décidé, ben là, c'est là où l'Acadie va rentrer. Et puis, donc, je suis en train de travailler ça pour essayer de faire briller, justement, des sonorités qui feront en sorte que les Acadiens qui liront Symphonie numéro 3, ils vont voir le clin d'œil. Puis, c'est le récit et l'auteur qui me permettent ça. Ça donne un élément. Non, c'est vrai. C'est super intéressant, mais c'est ça. Puis j'ai les questions de mes étudiantes qu'elles avaient préparées, puis Maude qui posait une question un petit peu par rapport à la traduction de Georgette, justement, où est-ce qu'on a... puis c'est vrai que c'est assez atypique, une traduction comme celle de Georgette, dans le milieu, là, je dis dans le paysage de la traduction littéraire, donc des textes écrits dans un anglais qu'on reconnaît comme étant plus neutre ou standard, par une traduction qui ne l'est pas ou qui s'éloigne de ça, en fait. Encore une fois, qui détourne le regard de cette question-là de la norme. Et puis de la langue et du statut, de la langue et de la couche sociale, la langue qui arrête de... En tout cas, c'est toute une histoire. Oui, ça. Puis en fait, ce que je trouve que ça remet en question, la traduction de Ocean, comme tu l'as fait, c'est... en fait, ça remet carrément en question la fameuse neutralité de ce registre-là en anglais ou en français. Puis de se demander en quoi est-ce que ce registre-là est plus neutre que celui que j'utilise, ou le registre ou la voix ou la langue. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez atypique. Donc, normalement, comme Sonia le décrit, on aurait tendance à traduire un registre standard par un
français standard. Oui. Donc, toi, comment tu répondrais à Sonia tantôt? Ben ça, justement, j'ai juste dit, ben moi, je traduirais, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'aurais, normalement, traduit vers un français normatif, parce que neutre, parce que l'anglais est neutre. L'anglais, c'est pas de l'anglais mais j'ai pas voulu, et je veux pas non plus, faire une étude sociolinguistique ou argumenter que j'utilise mon français acadien ou ce français acadien-là parce que les locuteurs, les personnages sont d'une certaine classe sociale ou d'un territoire. Puis je sais qu'il y a du monde qui me déteste là, parce que c'est comme... Mais c'est ça. Oh well, je suis poète. C'est mon problème. C'est ça ma maladie. Est-ce que, puis là, question un peu, parce que, mettons, pour mes étudiantes ou des gens qui veulent faire de la traduction littéraire et tout, est-ce que tu penses justement que c'est ton statut de poète puis ta relation déjà avec personnage qui t'a permis de faire ça? Puis est-ce que n'importe qui pourrait arriver puis dire, moi je traduis, par exemple le livre que Sonia est en train de traduire, là, oui. Moi je traduis ça en chiac. Oui, ben c'était pas j'ai pas fait ça non plus, là, je parle de plaire. C'était pas de même, parce que c'est pas une joke, j'ai viré brasser pendant un an, là, c'est comme, puis je suis pas... Je suis basique, là, mais je suis pas... Ça me tanne, parce que j'aime le mot, je veux pas décevoir, je veux pas faire mal, en tout cas. Fait que... je sais pas. Non, c'est pas de statut, j'ai pas de statut de poète. Je suis pas... Même avec les prix, il n'y a pas de statut, il y a rien de sûr. Moi, en tout cas, c'est de même, je le vois. Avec chaque recueil, je risque, right? Ça fait que j'ai aucune vraie légitimité, sauf tout le travail, tout le parcours, toutes les années, en fait, d'écriture, de publication, d'y penser. C'est comme du travail, n'est-ce pas? C'est un cheminement. Fait que je suis pas juste arrivée avec des prix à la maison d'édition dire « Hey, moi je suis poète, puis moi, tu là, this is how it is. » C'était pas ça du tout. C'était comme « OK, non, j'y crois. Ça fait un allant que ça va, c'est ça. » Je commence en 2006-2007 avec Alma, le premier recueil. Ça fait depuis ce temps-là. Puis avant Alma, j'étais déjà en train d'écrire et de publier, essayer de tenter des affaires en France acadien. Ça fait longtemps que ça va, cette question-là dans ma tête, et avec les autres, et en train d'essayer de comprendre comment régler ce problème, ce heureux problème-là de la langue. C'est comme... mais oui, l'ouverture de la maison d'édition, certainement. C'est sûr que et puis j'insiste, je publie des éditions personnelles, parce que les éditions personnelles, c'est Moncton, c'est l'Acadie. Puis c'est pas évident, ça. C'est là, c'est pas pour... c'est pas évident déjà avoir une maison d'édition. Que la maison d'édition existe toujours, c'est quelque chose en Acadie. J'y crois. Faut y croire. Des fois, c'est quasiment comme ça, c'est comme une petite religion à la littérature acadienne. Fait que, en tout cas, c'est ça. Pas de statut, il n'y a rien de... Oui, non, mais il n'y a rien de donné. Mais je sais Mais je sais que ça veut dire. Je sais que ça veut dire. C'est juste, ça vaut la peine de le dire. Non, parce vraiment. que je crois que souvent, on se dit, c'est là, tu gagnes des prix, tu as des certificats, puis tu es une personne importante, ou je ne sais pas trop quoi. Puis c'est comme, non, pas vraiment, du tout. Tu te questionnes chaque fois. Tu cherches à approfondir tes connaissances. Oui, exactement. Qui compte. Oui. Pas le prix, pas le stage. Oui, tout à fait. Oui. Puis, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on est parti d'une question pour parler de plein d'autres affaires. Oui, Michel, ensuite... Aussi, sur un détail, c'est quand vous contactez les maisons d'édition, les auteurs, est-ce que vous le faites genre en personne ou est-ce que vous les appelez ou vous les envoyez un courriel? Mais en cette période pandémique, tout se fait vraiment via l'écran. Comme moi, je travaille avec prise de parole, comme je disais plus tôt, et puis nos réunions d'équipe ont toujours lieu sur Zoom. Et puis,
on entretient des communications avec le monde extérieur via courriel beaucoup. Ce que j'ai souvent dit à des collègues ou même à des gens qui cherchaient à percer dans le milieu de l'édition, c'est une bonne idée c'est d'arriver avec un projet de traduction, genre où vous pouvez, en très peu de mots, décrire ce que vous voulez traduire, donner un petit extrait, mais aussi présenter l'auteur ou l'autrice. Parce que c'est souvent ça, hein, la maison d'édition prend en charge un texte, mais prend aussi en charge une personne. Donc, c'est très important de monter, si possible, un dossier de presse très court, qui peut donner, mettons, sur une page où tu aurais comme un coup d'œil sur la photo de l'auteurice, sa bibliographie, peut-être des liens où on peut aller pour les voir soit comme en vidéo déjà ou bien des entretiens qu'ils ont accordés pour qu'ils puissent se faire un peu une idée de la personne que vous leur présentez. Puis ensuite de ça, c'est une très bonne idée aussi de donner un extrait peut-être de quelques pages pour qu'on puisse se faire une mesure un peu à la fois du texte que vous proposez, mais aussi de la façon que vous proposez de l'amorcer. Puis après ça, c'est à la maison d'édition d'aller entreprendre des démarches pour les droits de traduction et tout ça. Ouais. Donc, mais Ariane, elle le sait, mais autres, ouais. on peut c'est ça. Mais, ouais. Mais c'est le premier. On peut cogner à la porte d'une maison d'édition. Oui. Ouais. Puis je pense, comme Georgette disait tantôt, je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Ça peut être en personne, par courriel, ça va. Il y a plein de façons de s'y rendre, en fait. Faut y aller avec les moyens du bord, souvent, là, mais oui. Ouais. Pas de stalking. Non. As-tu d'expérience, Georgette? Peux-tu stalker, toi? Pour ça, t'es plus sur Facebook. Ouais, c'est ça, j'aime pas ça. Puis peut-être la dernière question, oui. Quel rapport vous entretenez avec l'auteur pendant que vous faites la traduction? Toi, t'es proche avec Josh. Oui, mais je vais vous laisser répondre en premier. C'est vous les invités d'honneur aujourd'hui. Ouais, le rapport avec l'auteur, peut-être dans ces projets-là plus particulièrement, mais aussi si tu as autre chose, toi, par exemple avec Chris Eaton. Moi, ça dépend. Chris, en ce moment, il est fasciné par juste l'exercice de la traduction, puis le roman sur lequel il travaille en ce moment met en scène un traducteur. Ça fait que je suis un peu son case study. Et puis, il est juste fasciné par le travail de recréation de ce sur quoi il a travaillé pendant longtemps. C'est la première traduction du... C'est c'est la première traduction point picot de son œuvre. Je pense que c'est son 4e roman. Avec Amy, elle était ailleurs. Elle était tellement ailleurs. The Birth House, elle l'avait écrit comme 10 ans plus tôt. Puis, en fait, quand j'ai commencé à traduire, elle était en train de travailler. Je pense qu'elle bouclait un récit autobiographique assez personnel, assez hard. Ça fait qu'elle était vraiment ailleurs. Ça fait que je lui ai posé quelques questions par courriel, mais ça a été assez lapidaire. Puis, à la fin du projet, mes enfants, puis mon mari et moi, on est allés à Scotts Bay. Et puis, on marchait, puis on regardait comme les différents repères les lieux qui sont mis en scène dans la coucheuse. Et puis, Amy était là. Elle était en train de marcher son chien. Puis, j'ai complètement fait la fangirl. Puis, mais tu sais, on n'est pas des BFFs, même si j'ai travaillé avec son livre pendant plus d'1 an. Mais ça dépend. Oui, ça dépend vraiment. Ouais. C'est vrai. Georgette, toi, avec... Moi, même, c'est pas quelques courriels, puis... des rencontres comme ça, mais dans le cadre de festivals. Mm-hmm. Puis, c'est comme avec elle, elle écrit aussi, elle est poète aussi, puis elle enseigne, elle est comme moi. Ça fait que on est comme occupés dans nos vies personnelles, puis ça fait que c'est pas comme, c'est pas une rencontre, c'était pas une rencontre par semaine, même rien. On se parlait quelques fois, par courriel, quelques points sur les i, bing bang, OK. Puis elle m'a laissé aller. Elle m'a laissé comme juste continuer à travailler seule. J'ai apprécié ça.
Je sais pas si Chris, par bout, ça doit être tannant, ça doit... S'il est tout le temps en train de t'arrêter. Ben, jusqu'ici, la frontière se gère bien. Oui, c'est Ouais. bien. Ouais. Ça dépend des gens. Ça dépend. c'est Oui, ça. ça dépend. Je dirais que ça dépend vraiment des auteurs. Moi, je vais toujours chercher le plus de relations possible avec mon auteur, mais ultimement, ça leur appartient. Qu'est-ce qu'ils veulent nous donner, en fait? Puis on va pas essayer d'aller chercher plus que qu'est-ce qu'ils veulent nous donner. Tu sais, donc moi, ça va être d'un livre à l'autre, c'est ça. J'ai des auteurs qui sont un peu plus distants. Puis c'est aussi souvent des gens, c'est ça, qui sont un peu comme « fais qu'est-ce que tu veux », qui sont vraiment comme... C'est plus dans... Mon livre est dans le monde, là, il m'appartient plus. C'est des gens qui ont comme qui veulent pas avoir de mainmise ou qui sont vraiment très permissifs. Puis, tu as des gens qui veulent regarder notre travail d'un petit peu plus près, surtout quand ils parlent français. Mais sinon, c'est ça. Donc, ça va vraiment... Ça dépend. C'est souvent ça la réponse en traduction. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Donc, voilà. Non, on s'aime. Je sais pas. C'est comme un... Ouais. Mais je dis souvent aussi que la traduction, c'est une relation, je suis pas la seule à dire ça, mais très inégale. Où est-ce que nous... Les traductrices, on a beaucoup d'amour, on a en fait une relation entière avec notre auteur qu'on traduit, mais c'est souvent unidirectionnel, unilatéral. Yeah. Comme la personne ne te le renvoie pas, c'est tout dans notre tête, en fait. Puis, c'est ça, comme nous, on les connaît par cœur, on sait comment leur cerveau fonctionne, et eux, ils nous reconnaîtraient pas sur la rue, tu sais, comme... ouais. C'est vrai. Ben, Beth Pounding, justement, j'avais été à une causerie avec elle à un moment donné. C'est elle qui a écrit The Sea Captain's Wife. Puis je lui dis, people gaze and look at each other a lot in your books. Elle dit, ah. Puis là, elle s'est rendu compte que comme c'était vrai. C'était un Puis, pattern. C'était un pattern, c'était un tic. Puis, ben, moi, je l'ai vu parce que je l'ai eu sous ma loupe. Ouais. Ça te fait ça. Je sais pas si c'est comme ça pour ses prochains livres. Bon, ben sur ça termine. On est en plein dans les temps. Je remercie tout le monde d'avoir été là. Puis je remercie surtout Sonia et Georgette, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir si généreusement entretenus ce midi. Donc, peut-être une petite main d'applaudissement pour...